Le 2 décembre 2018 a disparu sans laisser de traces une jeune femme appelée Grace Milon, qui était en voyage aux États-Unis. Elle a été vue pour la dernière fois entrant dans la chambre numéro 308 avec son petit ami, et après cela, personne ne l'a plus vue. Cette disparition a déclenché une enquête policière à grande échelle, où l'analyse des enregistrements de caméras de surveillance a mené à des découvertes choquantes qui ont laissé perplexes même des enquêteurs expérimentés. Grace avait toujours rêvé depuis l'enfance de voyager à travers le monde, et grâce au travail acharné et au soutien de ses parents, David et Gillian, elle a réussi à le réaliser. Elle a obtenu son diplôme à l'université Lincoln dans le cours de publicité et marketing avec distinction, prouvant ainsi qu'elle pouvait atteindre ses objectifs. En plus des études, Grace était artistiquement talentueuse, passionnée par la musique et la peinture, et ses tableaux se distinguaient toujours par leur expressivité et leur profondeur spéciale. Le père de Grace, fier de ses succès, a promis de financer un voyage de rêve comme reconnaissance pour sa dévotion et son talent. Ainsi, le rêve d'un voyage autour du monde qui semblait si distant pour beaucoup de ses pairs et même pour des adultes avec un emploi fixe, est devenu réalité pour Grace grâce à ses efforts et au soutien de sa famille. Pour David Milon, un entrepreneur connu, il n'était pas difficile de faire un tel cadeau à sa fille. Grâce à sa carrière réussie, sa fortune était estimée à 1 million de livres. Grace prévoyait d'entrer dans l'entreprise de son père après l'obtention de son diplôme universitaire et d'aider au développement de l'entreprise. Mais avant de plonger dans le monde des affaires et la vie adulte, elle voulait réaliser son rêve, faire un voyage autour du monde. Et ce moment était arrivé. Elle a décidé de commencer son aventure en Amérique du Sud et a choisi le Pérou. Grace partageait chaque étape de son voyage sur les réseaux sociaux, commençant par une vidéo de l'aéroport de Heathrow à Londres, dans laquelle elle annonçait son départ pour le Pérou. Dès que Grace est arrivée à Lima, elle a immédiatement pris plusieurs photos devant des sites touristiques célèbres, avec d'autres voyageurs du monde entier. Au Pérou, elle a passé 1 mois et demi, a réussi à voir Machu Picchu, la mystérieuse cité des Incas, le lac Titicaca et le canyon de Colca, qui impressionne par sa profondeur et sa beauté et est considéré comme l'un des canyons les plus profonds du monde. À la fin de novembre 2018, elle a publié sur les réseaux sociaux une photo qu'elle a prise avec l'appareil photo de son portable à l'aéroport de la capitale péruvienne, avec la légende « Au revoir, Pérou ». Avec cela, elle signalait que sa prochaine destination était la Nouvelle-Zélande, où elle voulait passer 10 jours pour profiter de la beauté de ces lieux. D'une capture d'écran sur les réseaux sociaux, il ressort que le premier endroit impressionnant que Grace a visité en Nouvelle-Zélande était le Cap Ringo. Ce cap se trouve sur la péninsule de Bay et est le point le plus au nord du pays. Cet endroit est connu pour ses vues merveilleuses et son climat tempéré, qui attire des foules de touristes. Le lendemain de la publication, le jour 30 novembre, Grace est arrivée à Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Elle a décidé de célébrer son anniversaire là-bas, qui tombait le 2 décembre. À ce moment, Grace Milon avait 22 ans. Elle s'est installée à l'hôtel City Live et a occupé l'une des chambres confortables. Après une brève pause de sa routine quotidienne, Grace a décidé de faire une promenade. Elle maintenait un contact téléphonique quotidien avec sa famille, mais la veille de son anniversaire, le 1er décembre, elle a décidé de ne pas déranger ses parents et attendait les félicitations le lendemain. En fait, David, son père, a essayé le matin du jour 2 décembre de joindre sa fille pour exprimer ses sentiments chaleureux et ses félicitations. Mais les tentatives de contacter Grace ont échoué. Le téléphone ne donnait que la tonalité d'appel. David n'a pas abandonné les tentatives et a essayé différents numéros car Grace avait 2 cartes SIM, mais chaque tentative se terminait de la même manière, sans réponse. L'inquiétude de David et de sa femme Gillian a grandi, et dès le lendemain, ils se sont dirigés vers le département de police d'Auckland. David a voyagé immédiatement en Nouvelle-Zélande, où il a réussi à organiser une conférence de presse avec les médias locaux et la police. Lors de la conférence de presse, il s'est adressé au public. « Je veux profiter de cette opportunité et demander à tous ceux qui ont vu ma fille ou ont parlé avec elle récemment de se manifester.
S'il vous plaît, contactez-moi ou l'équipe d'enquêteurs qui recherche Grace. Au cours des enquêtes sur la disparition de Grace Millen, la police a examiné soigneusement le matériel vidéo, tant du système de surveillance de l'hôtel que des caméras, des rues environnantes. Il est important de souligner que la vidéosurveillance urbaine est à un niveau assez élevé. L'évaluation des enregistrements vidéo a permis aux enquêteurs de tracer le chemin de grâce ce jour fatidique, le 1er décembre. De l'analyse de l'enregistrement vidéo dans le lobby de l'hôtel, il est devenu clair que Grace a quitté l'hôtel à 17h37. Grâce aux caméras dans la rue, il a été déterminé qu'elle est allée au complexe Sky City, qui se trouve à environ 400 mètres de distance. Sky City est un grand complexe qui comprend non seulement un hôtel, mais aussi un restaurant et un casino. Cette nuit-là, elle a rencontré devant l'hôtel de Grace quelqu'un qu'elle ne connaissait pas auparavant. Vers 17h47, ils sont entrés ensemble dans un bar et sont allés au comptoir pour commander des boissons. Ensuite, ils se sont assis à une table. Après 1h25, ils ont quitté le bar et 6 minutes plus tard, ils étaient déjà assis dans un café avec cuisine mexicaine. Là, ils ne sont pas restés longtemps et après 20 minutes, ils sont allés à un autre bar, le Bluestone Room, qui était à proximité. Là, ils ont choisi une table et l'homme est allé aux toilettes tout de suite après. Grace a envoyé un message à un ami en Angleterre dans lequel elle a écrit qu'elle appréciait la soirée. Quand l'homme est revenu, ils ont continué à parler. À 21h, ils ont quitté le bar, sont allés bras dessus bras dessous à l'hôtel et semblaient ne pas être très fermes sur leurs jambes. À l'hôtel, ils sont montés au 3e étage. Le matin du jour 2 décembre, les caméras de surveillance ont montré le jeune homme seulement en t-shirt, qui voulait peut-être chercher des choses oubliées, ou le petit déjeuner. Grace n'était pas avec lui. Ce qui a mené à des spéculations sur comment s'était passée leur nuit. Peut-être voulait-il seulement acheter des cigarettes. Mais la vidéo des caméras montre comment il entre dans un supermarché et va vers des marchandises qu'on n'achète normalement pas à l'aube, à moins qu'on planifie un voyage urgent. Son attention était dirigée vers les sacs de voyage et il a choisi l'un des plus grands. Ensuite, il est allé à la caisse pour payer son achat. 10 minutes plus tard, il est retourné à sa chambre. Et 15 minutes plus tard, à 8h32, il est descendu dans l'ascenseur au rez-de-chaussée, déjà sans le sac. 3 minutes plus tard, il est entré dans un autre magasin et a payé son achat lui-même à la caisse. Cette fois, cela semblait être des produits de nettoyage et il est retourné à nouveau à la chambre. Après avoir quitté la chambre, il est descendu dans l'ascenseur au rez-de-chaussée et est entré dans une voiture. C'était un taxi qu'il avait demandé à l'avance. Plus tard, on a appris que l'homme, selon le témoignage du chauffeur, a été déposé dans une société de location de voitures. Le voyage en taxi a également été enregistré par des caméras. Dans la vidéo, on peut voir que l'homme était embarrassé. Quelque chose semblait visiblement le déranger. À 9h40, il a loué une voiture et est retourné à l'hôtel de la chaîne Life. Environ 4 heures après son retour à la chambre de Grace, il l'a quittée. L'horaire était 14h53. On pourrait penser qu'il avait fait quelque chose de terrible à Grace et prévoyait de l'emmener, mais au lieu de cela, il est allé au bar le plus proche, où il a rencontré une autre fille. Ils ont bu ensemble, ensuite l'homme a payé, et ils ont quitté le bar ensemble. L'horloge marquait 15h57. Plus 4 heures après, il est retourné à l'hôtel City Life et est monté à la chambre. Mais seulement quelques minutes plus tard, il a quitté l'hôtel à nouveau. Cette fois, il a été capturé par les caméras en train de choisir une machine de nettoyage de tapis dans un autre magasin. Ensuite, il est retourné à l'hôtel. Plus tard, vers 21h, il a été vu poussant un chariot avec 2 valises, les emmenant dans l'ascenseur au rez-de-chaussée et ensuite les chargeant dans le coffre de la voiture de location. Le jour 3 décembre, au petit matin, les caméras ont montré comment il achète une pelle dans un magasin. Sa prochaine visite fut à une laverie où il a apporté ses vêtements. À 0h09, il lave lui-même sa voiture dans une station de lavage. Le jour 5 décembre 2018
fut arrêté le local de 26 ans, Jesse Simpson. Au cours des enquêtes, on découvrit que Jesse avait rencontré Grace par Tinder et avait fixé un rendez-vous. Il déclara qu'il avait passé la nuit du 1er au 2 décembre avec elle, mais avait quitté sa chambre au petit matin et ne l'avait plus vue après cela. Naturellement, l'enquêteur attira son attention sur le fait que les caméras avaient capturé tous ses mouvements dans le complexe Sky City et demanda qu'il admette ce qui était arrivé à Grace et où était son corps. Après une brève pause, Jesse dit qu'il avait raconté tout ce qu'il savait et ne comprenait pas les accusations. L'enquêteur lui donna du temps pour réfléchir et partit avec ses collègues pour une autre enquête de la chambre de Grace. La première enquête n'avait rien révélé de suspect. Cette fois, ils décidèrent d'utiliser un moyen spécial qui révèle les traces de sang, même quand on a tenté de les enlever. Cette nuit-là, Jesse fut interrogé à nouveau quand il fut questionné sur les traces qui avaient été trouvées dans la chambre. La lumière de la substance chimique révéla des empreintes cachées de pieds nus sur le tapis qui furent photographiées. Les preuves contre lui devenaient de plus en plus accablantes. En réponse aux accusations, il commença à raconter cette nuit-là, le 1er décembre. Après la promenade, lui et Grace seraient allés dans sa chambre où elle aurait suggéré d'essayer quelque chose de nouveau, inspiré par 50 nuances de grès, à quoi il, bien qu'il n'ait jamais fait cela auparavant, accepta. Selon ses mots, tout se serait bien passé, et Grace se serait couchée pour se reposer, tandis que lui, se sentant mal à l'aise, s'endormit dans la salle de bain. Quand il se réveilla le matin, il aurait trouvé Grace immobile et par peur, décida d'effacer les traces sans appeler la police. Mais la police trouva des contradictions dans ses déclarations. Les conversations de Cha indiquaient qu'il avait possiblement planifié quelque chose à l'avance, sans choisir une personne spécifique, mais plutôt en visant l'acte en lui-même. Pendant les enquêtes, on apprit que Jesse Simpson avait communiqué avec une autre femme 6 mois avant la disparition de Grace Millen. Ils avaient convenu de se rencontrer début décembre, mais elle annula le rendez-vous au dernier moment pour des raisons personnelles. Cela fit que Jesse tourna son attention vers Grace. Selon les données de géolocalisation de son téléphone, il était vers 1h du matin dans les montagnes, à une distance de 15 km à l'ouest du centre d'Auckland. Une semaine après la disparition de Grace, elle fut trouvée dans la même région montagneuse, cachée dans une valise sous terre. Le jour 13 décembre fut trouvée près de ce lieu, la pelle que Jesse avait achetée le jour 2 décembre. Simpson ne se déclara pas coupable de la mort de Grace Millen, ce qui provoqua une grande répercussion publique en Nouvelle-Zélande. Le jour 10 décembre de 2018, la première ministre du pays, Jacinda Ardern, présenta des excuses officielles à la famille Milon et souligna que Grace aurait dû se sentir en sécurité. Le jour 21 février de 2020, le tribunal le condamna à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle anticipée après 17 ans. Au tribunal témoignèrent 3 femmes qu'il avait rencontrées précédemment et le décrivirent comme dominant dans les relations. Le jour 18 mars 2020, on apprit que Simpson veut faire appel de la sentence. Le procès d'appel commença le jour 6 août 2020 à Auckland. Le père de Grace, David Millen, mourut d'un cancer 1 mois avant le procès. Un soir du 20 janvier 2009, Katja Sinovjewa rentra du travail chez elle. Dans son appartement, elle trouva Maxime Glavatsky, son voisin, et son ami Djouri Mamonov, qui regardèrent des programmes télévisés et prenèrent de la nourriture après avoir passé une soirée animée. Les hommes proposèrent à Katja de goûter leur création culinaire, un plat avec des pommes de terre et des oignons dorés et délicieusement rôtis. Tout en savourant le goût exquis du plat, elle ne pouvait pas imaginer que ce dîner était connecté à un événement tragique de la nuit précédente. Maxime et Djouri lui cachèrent qu'un crime avait été commis exactement là dans l'appartement et que le plat avait été préparé avec les restes de leur victime innocente. En l'année 2009, à Saint-Pétersbourg, le cœur culturel de la Russie, vivait une fille de 16 ans appelée Karina avec ses parents dans des conditions modestes. Elle était en 11e année et s'efforçait non seulement d'apprendre excellemment,
mais trouvait aussi du temps après l'école pour distribuer des prospectus, pour ne pas surcharger sa famille de demandes financières. L'amour pour l'art et la littérature occupait une place spéciale dans son cœur. Karina rêvait d'être acceptée dans la célèbre école de théâtre de Russie et ensuite de faire carrière comme actrice en Amérique. Pour réaliser ses ambitions, elle s'approfondissait dans l'étude de la langue anglaise, participait activement à la vie scolaire et dépensait l'argent gagné pour assister à des pièces théâtrales, se rapprochant de son rêve. L'amour de Karina pour l'art la mena inévitablement à une passion pour la musique, surtout le rock. Avec la possibilité de gagner son propre argent, elle devint une habituée régulière des concerts de rock. À 16 ans, elle rencontra dans l'un de ses concerts le jeune de 19 ans, Maxime, le leader du groupe pétersbourgeois Chéri, qui était connu dans certains cercles. Maxime, une personnalité brillante et excentrique, appartenait à la scène gothique, était populaire parmi les filles et malgré de nombreux cas brefs, ne cherchait pas une relation sérieuse. Karina, élevée rigoureusement, ne pouvait lui offrir que l'amitié malgré sa passion secrète. Elle s'inspirait de Maxime, écrivait des poèmes pour lui, tentait d'imiter son style et le considérait comme son ami. Le jour 19 janvier 2009 fut un jour complètement normal pour Karina. Le matin, elle alla à l'école, puis rentra à la maison pour manger quelque chose, et ensuite alla travailler avec une amie. Le soir, elle convint avec sa mère de dormir chez une amie, sous le prétexte de travailler sur un projet d'histoire sur l'ordinateur qu'elle n'avait pas à la maison. Bien que cela ne plaisait pas à sa mère de laisser sortir sa fille, elle accepta, car elle connaissait l'attitude sérieuse de Karina envers l'école. Karina promit de rentrer à la maison le lendemain matin à 7 heures pour être prête à temps pour l'école. Cette nuit remplit Nadja d'un sentiment inexplicable d'inquiétude et de sensation d'éternité. L'absence de sa fille à la maison était inhabituelle pour elle et un pressentiment tourmentant ne la laissait pas dormir. Seulement à l'aube, Nadja réussit à s'endormir brièvement, mais le réveil sonna bientôt et il était temps de se préparer pour le travail. D'abord, elle alla dans la chambre de Karina pour vérifier comment s'était passée sa nuit et si elle avait préparé tout pour l'école. Mais la fille n'était pas là. Comme Karina tenait toujours ses promesses, Nadja se rendit immédiatement compte de préoccupations sur de possibles malheurs. Son mari, qui rentrait du service de nuit, se joignit immédiatement à Nadja et ensemble, ils commencèrent à appeler des amis et connaissances de leur fille. Ils contactèrent rapidement une amie chez qui Karina devait avoir passé la nuit, mais celle-ci informa que la fille était rentrée chez elle immédiatement après avoir fait ses devoirs. Sans obtenir d'informations concrètes sur l'endroit où se trouvait Karina, les parents allèrent immédiatement à la police. La police, cependant, haussa simplement les épaules et répondit avec indifférence « Vous pensez que votre fille est la première qui ne rentre pas à la maison ? Attendez simplement. » Les parents de Karina ne pouvaient qu'attendre, mais elle ne rentra pas à la maison. Quelques jours après avoir informé la police, une recherche active commença. Des prospectus avec sa photo furent distribués dans toute la ville. Des parents et amis parlèrent d'elle à tous ceux qui pourraient aider et des équipes de secours cherchèrent dans chaque coin dans l'espoir de la trouver vivante. 2 semaines plus tard fut trouvé sur un terrain vague dans le district de Moscou de Saint-Pétersbourg un paquet avec un contenu terrible dont je ne peux pas parler sur YouTube, mais vous pouvez probablement imaginer. Quelques jours plus tard fut faite une autre découverte terrible dans une autre décharge de la ville, soigneusement emballée dans du cellophane. Un examen médical confirma qu'il s'agissait des restes d'une jeune fille qui était la disparue Karina. Pendant plusieurs semaines, sa famille, ses amis, les policiers et de nombreux citoyens préoccupés la cherchèrent en vain. Plus tard, les parents de Karina racontèrent que le médecin légiste qui détermina la cause de la mort leur dit que dans ses années de profession, il avait vu beaucoup, mais un tel effroi comme cette fois, il n'avait jamais expérimenté. L'enquête révéla que les actions furent réalisées avec une connaissance de l'anatomie, ce qui indiquait que l'auteur avait possiblement des compétences professionnelles dans le maniement de la viande. Malheureusement, je ne peux pas décrire des scènes cruelles sur YouTube à cause des restrictions. Mais croyez-moi, c'était très mauvais. L'intérêt des enquêteurs fut particulièrement éveillé par l'absence de certaines parties dans le paquet trouvé. Les questions principales tournaient autour de l'endroit où ces parties auraient pu disparaître
et quels auraient pu être les motifs de leur suppression. Il y avait beaucoup de spéculations sur pourquoi cela aurait pu arriver, mais personne ne pouvait soupçonner quelle vérité ils découvriraient finalement. Dans la tentative de trouver de nouvelles pistes, les enquêteurs commencèrent à nouveau à interroger des amis et connaissances de la fille. Et soudain, une amie, avec qui elle était supposée avoir passé cette nuit, changea son témoignage original. Elle confessa qu'après avoir fait ses devoirs à la veille de l'épiphanie, elle n'était pas rentrée à la maison, comme on l'assumait précédemment, mais était allée avec elle à un rendez-vous. Pendant que Karina était chez son amie, son téléphone portable recevait incessamment des appels de quelqu'un qui semblait être ivre. Il fut bientôt découvert que c'était Maxime qui l'invitait à une fête à la maison. Malgré la réticence de son amie à y aller à cause de différentes opinions avec le groupe, Karina, considérant l'affection que les Glawatzki lui démontraient, décida de se joindre à l'événement pour soutenir son amie. Une participante de la fête raconta après qu'après le consentement de Karina, Maxime annonça joyeusement « La viande arrivera bientôt », sans percevoir la gravité de ses paroles à ce moment. En arrivant à l'appartement, où la fête était déjà en plein développement, les filles se joignirent aussi au banquet. Même pas une heure ne passa quand Maxime suggéra à Karina qu'il se retire dans la salle de bain pour une conversation plus personnelle. Le choix déplut beaucoup à son amie, et Maxime lui sembla très étrange. Elle tenta de convaincre Karina de rentrer à la maison, mais celle-ci ne prêta pas attention à ses avertissements et suivit Maxime. Restant seule, l'amie décida de quitter la fête. Pendant l'interrogatoire par les enquêteurs, elle eut plus tard des difficultés à expliquer pourquoi elle n'avait pas partagé cette information auparavant. Cette nuit, quand Karina était occupée, une de ses amies qui était aussi là répondit à un appel de Maxime. L'amie promit que Karina rappellerait plus tard, mais Maxime menaça, disant qu'il la trouverait et réglerait ses comptes avec elle. Probablement cette amie eut peur de parler à la police à cause des menaces des amis ivres de Maxime, par peur des conséquences possibles. Quand l'amie révéla de nouvelles informations, les enquêteurs obtinrent un extrait des appels du téléphone de Karina, qui confirma qu'elle avait parlé pour la dernière fois avec Maxime Glawatzki dans la nuit tardive du 19 janvier. Après cet appel, personne d'autre ne réussit à la contacter, et peu après, son téléphone portable fut éteint. Le groupe d'enquête se dirigea vers l'appartement où Karina fut vue vivante pour la dernière fois. Là, ils furent reçus par Ekaterina Sinovjewa, la propriétaire de l'appartement, dans lequel Maxime avait loué une chambre. Maxime n'était pas présent à ce moment, car il était retourné dans sa terre natale quelques jours auparavant. Ekaterina confirma les témoignages de l'ami de Karina. Après l'appel de Maxime et son annonce que la viande arriverait bientôt, les filles restèrent ensemble encore un moment. Puis Maxime et Karina allèrent dans la salle de bain, et après que l'ami fut parti, Maxime dit aux autres qu'il était temps de se séparer, car lui et Karina voulaient rester seuls. Après la fête, il ne resta que la propriétaire de l'appartement et le meilleur ami de Maxime, Jura. Pourquoi Jura resta? La fille ne pouvait pas l'expliquer. Ekaterina, qui aspirait au sommeil avant de devoir aller travailler, alla au lit. Elle se souvenait de bruits étranges et du son de l'eau de la salle de bain au milieu de la nuit. Quand elle tenta de vérifier ce qui se passait, Jura l'arrêta et la convainquit que les amoureux se consacraient simplement à leurs affaires. Sans soupçonner, Katja retourna à son lit. Une recherche ultérieure dans l'appartement révéla des détails choquants. Sous la baignoire furent trouvées des taches rouges, et dans le congélateur, il y avait de la viande enveloppée dans des sacs de cellophane, similaires à ce qui avait été trouvé précédemment. Quand Ekaterina vit le contenu du réfrigérateur, elle se sentit mal. Elle raconta que le jour 20, en rentrant du travail, Maxime et Jura lui offrirent de la viande avec des pommes de terre et des oignons. Quand on lui demanda l'origine de la viande, les garçons se regardèrent simplement et alléguèrent qu'ils l'avaient achetée le matin, cuisiné une partie et gardé le reste dans le congélateur. À ce moment, Ekaterina ne douta pas de leurs paroles. Son histoire fit que même des enquêteurs expérimentés se sentirent mal à l'aise. Ekaterina se souvint aussi que Maxime parlait à plusieurs reprises de ses plans terribles pour Karina. J'espère que vous comprenez lesquels, car je ne peux pas l'exprimer directement à cause des restrictions YouTube. Mais à ces moments-là, comme d'autres qui entendirent ces menaces,
Elle les considéra comme une plaisanterie et ne leur donna pas d'importance, comme elle se trompait. Quelques jours après la perpétration du crime dans la ville de Sosnovyï Bor, le jeune homme de 19 ans, Maxime Glawatsky, suspect du crime, fut arrêté par la police. Son compagnon, le jeune homme de 20 ans, Djouri Molchanov, fut capturé un peu plus tard à Kronstadt. Quand ils réalisèrent que les enquêteurs étaient sur leur piste, les garçons quittèrent leur maison et tentèrent de fuir, mais furent bientôt tenus responsables. Pendant les enquêtes, on découvrit que Glawatsky avait déjà attiré l'attention des autorités par des menaces à une parente et maltraitance d'animaux, mais ses affaires furent classées. Il fut aussi traité dans un hôpital psychiatrique pour un trouble mental. Il fut établi que Maxime avait de l'expérience comme boucher, ce qui expliquait son habileté dans le maniement du couteau. Contrairement à Glawatsky, Molchanov n'avait pas un passé sombre. Travaillant comme fleuriste, il était plutôt la figure subordonnée dans leur duo, plus un suiveur que Glawatsky. Quand les deux suspects furent arrêtés, ils commencèrent à changer leurs témoignages qui variaient constamment au fil du temps. Chacun essayait de se libérer de la culpabilité, alléguant qu'il avait seulement aidé un ami à effacer les traces sans être directement impliqué dans le crime. Les enquêteurs, cependant, tendèrent de plus en plus vers la supposition que le crime fut soigneusement planifié et que les deux perpétrateurs y étaient impliqués. Leur plan prévoyait que Glawatsky éternue 3 fois dans la salle de bain pour donner à Molchanov le signal pour commencer. Il y avait des rumeurs que Glawatsky, cette nuit-là, avait l'intention de faire quelque chose de mal à Karina, dont je ne parlerai pas à cause des directives YouTube. Maxime, qui n'était pas habitué à faire face à la résistance, devint furieux quand Karina se défendit. Il la poussa dans la salle de bain et donna le signal à Djouri. À ce moment, Jekaterina Sinovjeva entendit des bruits étranges de la salle de bain. Molchanov entra dans la pièce et tandis que Glawatsky tenait Karina, ils commirent leur crime. Après avoir commis le crime, les garçons insensibles et méthodiquement découpèrent, tout en morceaux, emballèrent la viande dans différents sacs et les distribuèrent dans toute la ville. Certains dans des poubelles, d'autres dans des endroits abandonnés. Ils espéraient que les animaux sauvages détruiraient les preuves avant que quelqu'un puisse les trouver. Après avoir accompli leur acte sombre, les criminels revinrent, nettoyèrent la baignoire des traces et allèrent dormir comme si rien ne s'était passé. Le matin, poussés par la faim, ils sortirent un morceau de viande du congélateur, l'assaisonnèrent abondamment avec des épices pour masquer toute odeur suspecte et la préparèrent avec des pommes de terre et des oignons. Le même plat, ils l'offrirent ensuite à une amie. Quand on demanda les motifs de leurs actions, Maxime Glawatsky expliqua qu'ils avaient simplement faim et qu'il n'y avait rien à manger à la maison. De plus, selon ses mots, ils avaient toujours eu de la curiosité sur le goût de telle viande. Les objets personnels de la fille, ils décidèrent de ne pas les jeter. Certains, ils les utilisèrent eux-mêmes, le reste, ils les vendirent à des connaissances. Dans le procès judiciaire en mai 2010, Djouri Mamonov et Maxime Glawatsky furent condamnés comme accusés. Tous deux furent considérés coupables du crime et condamnés à 18 et 19 ans de prison, respectivement. Le tribunal décida aussi qu'il devait payer aux parents de la fille 1 million de roubles pour douleur morale et 21 000 roubles comme compensation pour dommages matériels. Les parents de la victime furent insatisfaits de la sentence et pensèrent que les perpétrateurs méritaient la prison à vie. Au lieu de montrer un repentir sincère et d'essayer de réparer leur culpabilité envers la famille de la fille, Maxime Glawatsky continua son mépris pour leur souffrance, décrivant en détail comment ils préparaient Kopeko à la viande et la mangeaient avec appétit quand ils avaient faim. Mais les épreuves pour la famille de Karina ne s'arrêtèrent pas là. Après la sentence, Glawatsky commença à présenter des recours et des procès contre la mère de Karina, avec l'accusation qu'elle avait discrédité son honneur et sa dignité. Aucun de ces procès il ne réussit à gagner, malgré la découverte du crime et la punition des coupables. Le destin de Karina resta longtemps présent dans les médias, accompagné par des titres sensationnels. Ses parents, cependant, rejetèrent catégoriquement toute spéculation sur son appartenance à des groupes informels, soulignant qu'elle ne faisait qu'admirer son idole. Dans les forums internet, on spécula que le crime pourrait avoir un caractère rituel,
considérant la possible connexion de Glawatzki avec la sous-culture gothique et la date du crime à l'Épiphanie, ce qui à beaucoup ne sembla pas une coïncidence. L'enquête officielle, cependant, expliqua cela comme une coïncidence. Juri Molchanov, qui purgeait sa peine dans une colonie pénitentiaire de régime strict dans la région d'Arkhangelsk, fut rapidement oublié par les amis qui l'avaient soutenu pendant le procès. Après plus de 9 ans derrière les barreaux, il tenta sans succès d'obtenir un transfert vers une colonie avec des conditions plus douces et ensuite une révision de la sentence avec l'espoir de conversion de la peine en travaux forcés dans l'espoir d'une libération conditionnelle anticipée. Mais considérant la gravité des crimes commis, ces demandes furent rejetées. En prison, la vie de Maxime Glawatzki prit une tournure spéciale. Il fonda un groupe de rock qui faisait des reprises de hits connus lors de célébrations. Des vidéos de ses performances sur les réseaux sociaux montraient que l'administration de la prison soutenait son hobby et les fans de l'ancien groupe Chéri continuaient à se souvenir de lui, envoyant des lettres et des colis comme soutien. En prison, Maxime se maria aussi avec Diana, une fille qui était déjà sa fan avant son emprisonnement et le soutenait activement. Dans la nuit du 24 au 25 mars, Maxime quitta la vie, laissant une lettre d'adieu sur la Renaissance. Mais amis et parents refusèrent de croire qu'il était parti volontairement, car il rêvait d'une libération prochaine. En mémoire de Glawatzki, Tatjana Bachenova dirigea en 2018 le documentaire « L'affaire Chéri », qui éveilla des doutes sur la version officielle des événements. Dans les 2 années suivantes, eut lieu à Moscou le Chéri Fest, qui attira des fans de la sous-culture gothique et de jeunes musiciens de rock. Maxime Glawatzki et son complice Juri Mamonov causèrent des dommages incommensurables à de nombreux destins, y compris la famille de Karina. Sa mère ne réussit pas à surmonter la perte pendant longtemps et passa 3 mois en traitement de névrose, ce qui cependant ne lui apporta pas de soulagement essentiel. Bien que le tribunal ait prononcé une sentence, beaucoup la considérèrent trop clémente. Mais il existe la croyance en la présence d'un jugement divin dans lequel chaque criminel reçoit ce qu'il mérite.